tout d'abord, bonsoir, merci beaucoup d'être venu pour cette rencontre ce soir avec Anne Loyer. Donc Anne, merci, bienvenue. On est ravis de t'accueillir, on connaît beaucoup ton travail en fait pour tous tes romans jeunesse. Ça fait déjà quelques années que tu as commencé à écrire avec combien de titres déjà à ton actif en jeunesse? En jeunesse, beaucoup de publications on va dire, parce que tout compris, de l'album jusqu'au roman ado, en passant par la presse, par les romans jeunesse, les romans juniors, etc. Donc en fait une centaine, on va dire. Et depuis combien d'années? Depuis maintenant 12 ans. C'est bien. On peut dire que tu as eu un succès assez rapide. Et quand même. D'accord. Si, tout de suite. Bien. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit pour ton premier roman adulte, La Petite Coriace, donc édité aux éditions Anne Carrière. Ça fait longtemps que tu avais envie d'écrire pour les adultes? Ça fait, oui, quelques années que j'y pense en tout cas. Alors effectivement, j'avais pas forcément franchi le pas parce que la littérature jeunesse me plaît énormément, j'y suis très bien. Mais c'est vrai qu'il y avait certains sujets que j'avais envie de développer peut-être d'une manière différente et qui m'a poussée à essayer finalement de franchir ce cap-là. Et ce texte a mis 2 ans, on va dire, à maturer, à voir le jour. Et donc, quand il a trouvé son éditeur, en l'occurrence Anne Carrière, je dois dire que j'étais folle de joie. C'est clair. C'est vrai que pour un premier roman, réussir à être édité chez Anne Carrière, c'est plutôt vraiment très très bien. Hein, aussi. Oui, en tout cas, c'est voilà, une maison d'édition qui compte, une belle maison d'édition en tout cas. Et moi, je suis vraiment très honorée et très fière d'avoir été éditée par Anne Carrière, surtout que j'ai eu, voilà, mon éditrice c'est elle, et cette rencontre a été aussi magique quelque part. Est-ce que tu peux quand même nous brosser très très rapidement le sujet du roman? Bien sûr. Donc il s'agit de l'histoire de Marinette, une petite fille de 10 ans, enfin d'une dizaine d'années. Et on va la suivre l'espace d'un été, finalement assez court. Elle est toute seule, un peu laissée à elle-même parce que sa maman vient de quitter le domicile conjugal. Son papa est flic à la BAC, il travaille de nuit. Du coup, la journée, elle se retrouve toute seule, rien à faire. Elle a la chance d'habiter au bord de la mer. Elle va passer ses journées sur la plage, à regarder le bonheur des autres finalement, et de s'en imprégner comme la chaleur du soleil. C'est ça qu'elle va chercher. Et un jour, elle va croiser la route d'un bonimenteur de grands magasins, en fait, Barnabé, qui va la repêcher après un orage au fond d'un caddie. Il va se retrouver avec cette gamine sur les bras, un peu perdu, un peu maladroit, il ne sait pas quoi en faire, et il va la ramener chez lui. Il habite avec sa tante, Gabi. Et en fait, l'intrusion, un peu par effraction de cet enfant, va les ramener 25 ans en arrière. Et là, en fait, ça va vraiment les bousculer parce que il y a 25 ans, quand Barnabé est arrivé chez Gabriel, il est arrivé pas tout seul, il était encore lui adolescent finalement, et il arrive avec sa petite sœur qui avait à peu près l'âge de Marinette. Et il est arrivé quelque chose de dramatique à cette petite sœur chérie, quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à dépasser. Voilà, c'était un deuil qu'ils n'ont pas fini de faire. Et l'arrivée de cette gamine va tout remettre en question, va tout bousculer, mais ça va être une relation finalement dans les deux sens, vraiment boomerang, parce qu'elle va leur apporter énormément de joie, énormément aussi de remise en question, et surtout, elle va ouvrir leur avenir. Bon, voilà, hein, ça fait tout ça. Donc, je vais commencer par vous lire en fait les 2 premières pages en fait du roman pour poser, et on va rencontrer donc du coup Marinette. Début juillet. Elle n'a pas de crème solaire, pas de sac, pas de chapeau non plus. Ses cheveux pour seule protection. Elle les ramène sur ses joues, sur son front brûlant. Ses jambes, elle les coince entre ses bras lorsqu'elle s'accroupit pour regarder les autres. Tous ces autres qui gravitent autour d'elle. Elle capture les visages, les rires, les courses, les jeux. Elle passe ses heures ici, à épier, sans parler, sur cette plage.
Elle vient dans son maillot une pièce, ce morceau lisse qui lui couvre le haut du corps, et le pare de fleurs rouges sur fond jaune. Il a rapetissé, le traître, et elle a beau tirer sur les coquelicots, il ne pousse plus assez vite. Elle s'assoit à l'ombre du muret. Elle sait rester discrète. Entre ses doigts qui jouent avec le sable glisse un sablier géant. Tout ce temps dont elle ne sait pas quoi faire, elle le passe à regarder les autres, leur bout d'histoire, qu'ils dérougent sur la plage, en courant, criant, riant. Éphémères, tout à leur bonheur estival, les personnages changent sans cesse. Seul, le décor ne varie pas. Et c'est lui qu'elle préfère finalement. Ce jour-là, elle n'a pas besoin de chercher l'ombre. Elle est partout. Le vent batifole, il est fou, balaie les nuages et dessine sur le sable une marelle mouvante. La plage est vide, et elle s'amuse en écartant les bras, en jetant ses pieds d'une tache à l'autre. Son rire grimpe, emporté par le souffle de l'air. La pluie est juste derrière le rideau de moutons noirs qui s'agite là-haut. Elle le sait, elle s'en fiche. Un coup de tonnerre et c'est le déluge. L'eau s'abat soudain, c'est un torrent. Elle rigole, s'étouffe. Elle tourne de plus en plus vite, jusqu'au vertige. Elle virevolte une dernière fois. Une poigne pluvieuse lui fait perdre l'équilibre. Elle s'affaisse sur elle-même. Petite chose liquéfiée. Sur la plage détrempée, elle ressemble à une poupée perdue. Ce début de roman est très fort parce que, en fait, déjà au niveau de l'écriture, on ressent quand on a lu en fait tes romans précédents une finesse, une douceur, une tendresse et à la fois toute la fragilité de cet enfant. Vraiment, quand on commence à lire ce roman, elle nous prend, on a envie de savoir, on la sent à la fois, c'est une enfant avec toute sa joie, et à la fois terriblement blessée, seule. Dans tous tes romans, il y a souvent des enfants qui sont vraiment forcément bouleversés par une chose ou l'autre. Cabossés. D'où vient tout ça, c'est un thème qui t'est cher. Cher, les enfants cabossés, les enfants oubliés. Oui. Pourquoi avoir choisi une enfant de 10 ans pour écrire un premier roman adulte ? Alors en fait, le personnage de Marinette, alors c'est vrai que c'est un thème qui revient effectivement dans mes romans jeunesse ou ado, effectivement, parce que je pense que l'adolescence, cet âge, alors elle est encore à la lisière de l'adolescence, mais c'est un âge où on prend tout très fort, en fait, les blessures sont profondes, et en même temps, c'est l'âge où on peut justement les réparer, ou en tout cas les adoucir, parce que l'avenir, il est devant. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est toujours de prendre un enfant, quelle que soit sa difficulté, et puis de lui offrir finalement une voie de sortie, une voie pour aller vers le meilleur. Marinette, elle m'est apparue, mais de façon extrêmement directe et de manière très brutale presque, après avoir vu un film. S'appelle Gueule d'ange. C'est un film qui est entre autres joué par Marion Cotillard, qui joue la mère. Et il y a cette petite fille, cette jeune actrice en fait, qui m'a complètement bouleversée. Et en sortant de ce film-là, qui m'avait vraiment remuée, puisqu'il s'agit d'une mère un peu indigne, mais il y a beaucoup d'amour finalement, mais de l'amour qui ne sait pas comment être distribué, comment être partagé. Et du coup, en sortant de ce film, Marinette m'est apparue. C'était presque obligatoire que j'écrive dessus. Donc très vite, je me suis mise à l'écriture. J'ai écrit ces premières pages, à l'origine un peu plus longues, et ensuite j'ai déroulé, sans plan, sans savoir où j'allais, comme un peu souvent, comme je fais, parce que j'étais emportée finalement par cet enfant, comme si elle m'avait pris la main pour écrire. Et donc j'ai déroulé et j'ai découvert autour d'elle les personnages qui vont graviter autour de son histoire. C'est vrai que pour Barnabé, c'est tout simplement en allant faire les courses un jour, de voir un personnage comme ça, un bonimenteur, et je me suis dit c'est un beau personnage de roman, et je savais qu'un jour j'en ferais quelque chose, et donc il est apparu à côté de Marinette, et ça m'a semblé évident finalement de les faire se rencontrer et de les faire cheminer ensemble. Et Marinette, parce que c'est un choix de prénom, oui, Marinette, Barnabé, c'est pas des prénoms courants.
T'as allé les chercher où? Alors, pour Parce les... que Gabriel, c'est plus classique. Oui, Gabriel, c'est plus classique. En fait, moi, les prénoms, c'est vraiment très important. C'est-à-dire, tant que j'ai pas le prénom de mon personnage, je ne peux pas commencer à écrire. Il faut qu'il y ait ce prénom-là pour que tout d'un coup se dessine devant moi une silhouette, qu'elle prenne du relief. Et Marinette, je pense que la raison, elle est dans le livre, finalement. C'est le souvenir de Delphine et Marinette. À un moment donné, Marinette, elle va trouver ce livre qui est... Les contes bleus du chat perché. Voilà, les contes bleus du chat perché, les contes routes du chat perché, de Marcel Aimé. Voilà, de Marcel Aimé. Et ça, ce sont des livres, en fait, qui, moi, vraiment ont bercé mon enfance. Et quand j'ai dû la nommer, ça m'est venu naturellement. Et puis parce que je savais aussi que je pourrais faire un lien. J'aime bien, avec les prénoms, faire des liens, trouver des moyens de faire des ricochets finalement au sein même du livre. En plus, Marinette, alors elle est appelée Nénette, donc c'est encore un diminutif. J'aime beaucoup les diminutifs parce que ça permet d'alléger aussi la lecture avec des façons différentes de nommer les personnages, de leur donner une couleur différente selon qui s'adresse à elle aussi, ou à eux. Donc ça, c'est, voilà, il y a Barnabé, c'est Barney, Gabriel, c'est Gabi, etc. Donc ça aussi, ça donne du relief, ça donne du caractère aux personnages avec lesquels je vais quand même vivre, là, en l'occurrence, 2 ans, ou plusieurs mois, en tout cas, quand j'écris, quoi. Et ça, pour moi, c'est important. Tu l'as écrit, donc, sur 2 ans. À peu près, hein. À peu près, voilà. Donc, en fait... tu as trouvé Marinette t'a pris par la main, en gros, ton personnage. Voilà, tu as construit en fait. Donc tu savais pas où tu allais. Non, pas du tout. Donc c'est-à-dire que pendant 2 ans, tu as laissé ces pages de côté et tu les reprenais à intervalles réguliers. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai écrit parce que à côté, bon, j'avais d'autres ouvrages à écrire, puisque en jeunesse, j'écris aussi des romans comme ça qui me viennent intuitivement, on va dire. Et puis j'ai ce qu'on appelle aussi des commandes ou des projets que je monte ensemble avec des éditeurs. Donc effectivement, je l'ai écrit comme c'était mon premier roman adulte, que je n'avais pas d'éditeur, enfin je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Je l'ai écrit comme ça, à mes moments entre guillemets perdus, pas perdus tant que ça. Et oui, je l'ai construit d'une manière, alors ça peut paraître haché, mais finalement à chaque fois que je m'y remettais, je savais où j'allais. Et donc par morceaux, et puis à un moment donné il fallait vraiment que j'ai eu un moment, je pense, où j'ai arrêté, où j'ai cherché vraiment à savoir la fin finalement, la chute de mon roman, et j'ai trouvé des associations de personnages, et j'ai trouvé des liens qui n'étaient pas forcément évidents, mais qui apparaissaient en fait pour aussi amener mes personnages vers un avenir toujours, où j'espère leur avoir donné de la lumière. Je pense que c'est un des fils conducteurs de tous tes livres. En fait, il y a toujours de la lumière. Oui, et de l'espoir. Parce qu'en fait, c'est l'humain, finalement. C'est l'humain qui me... À chaque fois, moi, c'est l'humain qui me prend et qui me porte tout au long de mes constructions et de personnages et de récits. Parce que ce qui arrive dans la société, là on le voit, il y a plein de thématiques en fait qui s'enchevêtrent les unes avec les autres, des thématiques parfois lourdes, mais aussi beaucoup de moments, par exemple de grâce, quand on voit Anna, la petite sœur, qui cherche un moyen de supporter l'absence de ses parents, puisqu'ils ont été emportés dans un accident, qu'elle les a perdus de manière très brutale, mais elle trouve finalement un moyen de communiquer avec eux. Et c'est par petites touches comme ça. Et pour moi, c'est très important. Sur ton travail d'écriture, tu travailles pas toujours de la même façon. Il y a des fois où tu sais où tu vas. Oui. Là, c'était vraiment une première... Oh non, alors, je suis plus dans le... Enfin, juste... Pendant très longtemps, j'ai construit mes romans sans trame en amont. En revanche, maintenant, de plus en plus, je dirais, je suis amenée à faire ce qu'on appelle des synopsis, donc des résumés pour les éditeurs, parce que je fais des... Parce que du coup, est formidable, ils me font confiance, donc du coup ils viennent vers moi, ils me disent est-ce que tu as un nouveau projet, etc. Donc si je dis j'ai une idée, ils en veulent savoir un peu plus, du coup ça me permet de signer des contrats avant que le roman soit signé, et donc forcément je sais où je vais. Mais j'arrive quand même à écrire des deux façons encore, voilà. Et
et là, moi, ce que j'aime dans cette façon d'écrire là, comme pour la petite Coriace, c'est ce que j'appelle « j'écris comme je lis ». C'est-à-dire que moi, je suis une grosse lectrice, et quand je lis, bah, je ne sais pas ce qu'il va y avoir la page d'après. Et bah, quand j'écris, je ne sais pas ce qu'il va y avoir la page d'après. C'est un peu ça. Et il y a une éditrice qui parle de écrire à la lanterne. Et je trouve que c'est une très jolie expression. En fait, on a l'impression qu'on est dans un tunnel, et finalement, la lanterne va éclairer chaque pas, finalement, de l'auteur, et aussi du lecteur, forcément. On se retrouve à ce niveau-là. C'est plus casse-gueule, mais ça marche. Enfin, il y a une espèce de moteur, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Tu veux bien nous lire l'extrait que tu as choisi? Oui, bien sûr. Donc là, on prend Marinette. Ouais. Alors, on la prend plus tard dans le récit. On la retrouve toute seule dans sa chambre. Et c'est un moment triste, en fait. C'est un moment où sa maman, elle n'a plus de nouvelles. Donc, c'est très dur pour elle. Son père n'est pas franchement à la hauteur. Hein, on peut dire ça. Donc, voilà. Il y a une espèce de colère comme ça qu'elle va le mettre en avant. Marinette ferme la porte à clé, s'installe par terre, aligne ses trouvailles sur son tapis, pique-nique solo triste. Elle n'a même pas faim, mais besoin de se remplir. Encore. Elle boit à même le pot la crème blanchâtre au goût d'amertume. Elle enfourne la chair carmin du fruit qui dégouline sur son menton et lui mouille les doigts. Elle finit par la masse compacte du vieux Cantal qui s'étiole sous ses dents et lui laisse une saveur un peu aigre sur la langue. Alors qu'elle s'essuie la bouche d'un revers de manche, ses yeux fixent le portable. Elle va l'allumer. Vérifier combien d'appels en absence elle a reçus. Si sa mère l'a appelée. Pour lui parler, pour s'excuser, pour s'expliquer, pour lui dire qu'elle revient. Oui, mais si elle n'a aucun appel, à part ceux de son père, elle le cassera, elle le piétinera. Elle avise la boule de bowling qui traîne par terre. Son père l'avait ramenée un soir après le boulot. Ils avaient coursé des gars au bowling alors qu'il venait de dévaliser la caisse. Il lui avait donné la boule, cadeau du gérant dont il ne savait pas quoi faire. Depuis, elle roule au gré de ses fantaisies, d'un bord à l'autre de sa chambre. Elle fera parfaitement l'affaire pour écrabouiller l'engin qui se réveille lentement entre ses mains. Si. À peine allumé, l'appareil clignote et bip comme un fou. Une petite présence qui la réchauffe comme le ferait un animal de compagnie qui viendrait se frotter contre sa peau. Elle fait glisser les numéros sous la pulpe de ses doigts. Son père, son père, son père, son père, encore son père, le mot papa qui s'aligne vertical. Et maman, pas de maman. Un frisson se déroule le long de sa colonne jusque dans sa nuque, où une main invisible l'oblige à se pencher sur l'écran pour vérifier encore une fois, 2 fois. Mais les lettres espérées sont absentes. Elle n'a pas appelé. Marinette attrape la boule à 2 mains. Elle la lève au-dessus du téléphone, bien dans l'axe, et la lâche. C'est une manière pour Marinette en fait d'exprimer toute la rage, la solitude, la souffrance, oui, qu'elle a. La souffrance, oui, tout à fait. C'est un sentiment d'abandon finalement, et ça peut pas être autrement. Non. Qu'elle exprime de cette manière-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a ce téléphone que son papa lui a offert pour lui, parce que c'est son moyen à lui de la prévenir. Je serai en retard, enfin, il a un boulot compliqué, hein, il a un boulot très difficile. Et en fait, elle ne veut pas y toucher, elle supporte pas ça parce que c'est pas ça qu'elle veut en fait. C'est de la présence physique, c'est de la vraie présence, pas cet ersatz de présence maternelle ou paternelle. Le papa est dur. Le papa est très dur. Le papa est très dur. Il lui a rien épargné à cet enfant. Non, c'est vrai. Le papa est très dur, mais le papa a énormément de raisons de l'être aussi. On va comprendre ça hein, petit à petit, évidemment, c'est pas donné d'emblée, mais on va comprendre que lui aussi souffre infiniment, énormément, que sa femme l'a quitté. Alors, elle avait des raisons de le quitter, c'est une évidence. Sauf que lui, en fait, lui reproche énormément de choses. Il attendait un 2e enfant. Elle lui refuse quelque part, alors qu'elle a toutes les raisons du monde hein, de le refuser. Alors c'est une histoire compliquée.
Sauf que lui, il va tellement lui en vouloir, il va tellement lui reprocher qu'il va en venir aux mains, et qu'à un moment donné, cette mère va, pour survivre, va choisir la voie de la fuite finalement, pas toute seule, elle part avec le voisin qui lui offre cette tendresse, cette écoute, cette empathie qui lui manque infiniment, et surtout en fait il va tellement être déçu qu'il va devenir mauvais, évidemment, qu'il va devenir violent, mais en plus il va la déchoir de son statut de mère, c'est-à-dire qu'il va lui faire croire qu'elle n'est pas digne d'être mère, ni pour cet enfant qui n'est pas venu, ni pour Marinette. Et elle n'est pas à ce moment-là, peut-être parce qu'elle est fragilisée, voilà, elle n'est pas assez forte pour faire face à ça. Et donc le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est tout couper, partir, mais couper les ponts totalement. Et je pense que c'est une attitude qui effectivement surprend peut-être de la part d'une femme, d'une mère, c'est ça. Mais qui pourtant est une possibilité, je pense, qui n'est pas neutre et qui est certainement pas totalement impossible. Parce qu'à un moment donné, même quand on est mère, on a besoin d'une respiration qui va vous amener à... Elle, c'est cette respiration qui va la faire aussi revenir. Il n'y a pas que ça, mais je ne dis pas tout. Mais non, elle va revenir et elle va tout fermer. Elle va reprendre son rôle et elle va retendre la main à sa fille qu'elle aime éperdument. Oui, mais justement, en lisant ton roman, en effet, en tant que mère, ou même pas en tant que mère, on a du mal à concevoir cet abandon. Oui, et c'est d'autant plus violent parce que elle est très consciente. Oui. Mais de ce que ça va faire sur sa fille. Elle est consciente, oui et non. C'est-à-dire qu'elle est consciente aussi de son état. C'est-à-dire qu'elle sait que si elle reste, elle va se perdre complètement. Elle va se perdre et perdre sa dignité face à cette fille, en fait, face à sa petite fille. Parce qu'elle ne se sent plus capable de l'élever. Elle ne s'en sent plus digne non plus. Parce que justement, lui fait tout pour la mettre plus bas que terre. Et elle se dit que si elle laisse sa fille à ce père qui justement lui dit qu'il aurait pu accueillir un deuxième enfant, que tout allait bien, etc., elle se dit que lui va mieux réussir qu'elle. Elle a tort, bien évidemment. Mais c'est sa façon de survivre aussi. Et c'est une parenthèse. La question que tu poses est intéressante parce qu'après tout, des hommes qui quittent leur famille, il y en a des tonnes. Et, oh là là, et des femmes... oui, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est vrai que si c'était l'inverse, si c'était l'homme qui partait, on dirait, bon, bah, c'est un salaud, point barre, puis c'est tout. Et puis on dirait, bah, de toute façon, la mère est avec sa fille, il n'y a pas de souci. Mais l'inverse, je suis désolée, on est tous humains finalement. Là aussi, c'est une question d'humanité, c'est pas une question de genre. C'est une question de... comment on fait avec un tel rejet, une telle pression finalement sur les épaules, comment on fait pour s'en sortir au mieux? Et peut-être effectivement prendre un laps de temps, revenir et reprendre une vie bancale, certes, mais qui peut amener à quelque chose de meilleur. Oui, c'est vrai, mais c'est rude. Oui, bien sûr, c'est rude. J'en suis consciente, mais... moi, j'avais vraiment envie... Parce qu'en fait, je trouve que le rôle des mères dans la société, tel qu'on le décrit, est terriblement prégnant. C'est-à-dire qu'on leur impose énormément de choses. Et il y a des moments où c'est plus possible. Moi, je sais par exemple, pertinemment que parfois, j'ai eu besoin de souffler. Alors évidemment, pas à ce point-là, pas comme ça, pas du tout pour les mêmes raisons, mais il y a des moments où être tout le temps avec ses enfants... c'est dur, c'est un poids, c'est pas toujours évident. La mère parfaite qu'on voit dans les publicités, etc., bah, c'est pas toujours ça. Mais pourquoi il y aurait une mère parfaite alors qu'il n'y a pas de père parfait? Bah, il y en a, mais non, sûrement. Non, mais on se comprend, je veux dire. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une image qui est quand même très appuyée, finalement, effectivement. La mère parfaite, voilà. Et puis, bah non, pas toujours. Pas toujours. Et puis,
Et tant mieux, quelque part, tant mieux. Oui. Qu'il y ait aussi ces possibilités-là, ces failles qui peuvent être recousues finalement. On est recousus, on a plein, chacun d'entre nous, on a plein de failles et on les recoue, on essaye de faire avec. Donc forcément, selon la difficulté, selon le couteau qui nous a entaillé, on ne va pas réagir de la même façon parce que voilà, chaque individu est différent. Mais on va aller chercher, puiser au fond de nous-mêmes finalement la solution. Et chaque personne va avoir une solution différente qui ne va pas forcément plaire aux individus, à Malika, je pense à la voisine qui ne comprend pas non plus. Hein. Non. Il y a la voisine qui est là, qui veut tellement porter cette petite fille, enfin qui voudrait encore plus la porter, mais elle aussi c'est compliqué. Donc il y a tellement de choses voilà, qui rentrent en écho. Et qui font que chaque personne va agir de manière différente avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, avec le poids de son passé et puis aussi avec l'envie finalement de passer à autre chose et d'avancer. C'est ce qui, en fait, bon, on ne racontera absolument pas la fin, Non. mais il y a du positif partout Oui. en fait, et c'est ça qui est ton Bien tour sûr. de force, parce que ça part, même si le début du roman est très joli, etc., on sent qu'il y a une fragilité forcément chez Marinette, Ouais. mais quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe, tu réussis le tour de force à quand même nous donner de l'espoir. Bien sûr. Et Ouais. ça, c'est fondamental. Ouais. Des projets d'autres adultes? Alors, La oui. jeunesse, il y en a Oui, déjà. la jeunesse, il y en a pas mal là qui vont arriver. Donc en jeunesse, je vais avoir un roman oui. ado là, qui sort en juin sur les thérapies de conversion. Donc c'est encore un roman sur un sujet assez fort. Je vais avoir en 2023, je l'ai appris hier, un roman sur les mines au 19e siècle. D'accord. Donc là, on est dans Germinal. Donc là, ça sera pas drôle non plus. Non mais plus, non, voilà. c'est ça. Non, mais c'est bien, il faut le Ce sont raconter des quand sujets, même. voilà, une série, alors plus légère, on va dire, pour les 5e, 4e, sur la Révolution française. D'accord. Un album sur Ada Lovelace, qui était une grande scientifique du 19e. Donc là, c'est une série d'albums que je fais avec Claire Gaudriot, l'illustratrice, chez Apadlou. Après Calamity Jane, on a fait Christine de Pisan, et donc là, on va faire Ada Lovelace. Je vais avoir un album aussi chez Glénat. Alors, il y en a un qui sort là au mois d'avril, avec Lily la baleine, et un autre qui va sortir à la rentrée. Et puis, en adulte, effectivement, donc j'ai commencé, mais évidemment, là, pareil, hein, j'ai dû mettre un peu en stand-by, mais j'ai effectivement un nouveau projet de roman adulte qui me tient depuis quand même pas mal de mois, peut-être même un an, facile, un an, et que j'espère mener à bout. Le sujet, c'est un jeune homme qui est livreur. Donc livreur, c'est un jeune homme qui vient d'Afrique, qui n'a pas forcément ses papiers, et qui livre à domicile la nourriture. Et en fait, il va croiser le chemin d'une vieille dame qui, elle, fait livrer ses repas, et qui a un passé assez incroyable, qui a un lien en fait avec les mains. En fait, tous mes personnages ont quelque chose avec leurs mains. Voilà. Et dans ces mains, finalement, on va raconter leur passé et on va comprendre que ils vont pouvoir peut-être, là encore, s'entraider. D'accord. Est-ce que tu trouves que en littérature adulte, tu as plus de liberté qu'en jeunesse? Alors, je dis ça par rapport au roman jeunesse, où maintenant, il peut y avoir des sujets qui sont encadrés, notamment un nouveau... je sais pas comment dire, métier, etc., où on vous impose en fait des sensitive readers. Oui. Donc voilà, j'aimerais que tu en touches deux mots, parce que du côté de la littérature adulte, en fait, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors effectivement, en adolescent, justement celui qui va sortir, là, cette fois-ci, donc en juin, j'ai eu 2 sensitive readers, presque 3 d'ailleurs, parce que le sujet, alors, comme le nom l'indique, était dit sensible, voilà. Puisqu'il parlait d'homosexualité, etc. Je pense que c'est quelque chose qui s'est développé très récemment, notamment effectivement en littérature jeunesse. Je pense qu'il y a vraiment eu une espèce de point de départ. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment le dater, mais après, voilà, avec Alma notamment, de Timothée Fombelle, qui a vu son roman adolescent refusé, alors que jusqu'à présent tous ses livres étaient traduits aux États-Unis. Là, on lui a refusé parce que justement on avait peur, c'était
un homme, je sais pas quel âge, il a 40aine d'années, qui écrivait alors qu'il se mettait dans la peau d'une petite fille noire qui était esclave, et les Américains ont pris peur. Je pense que chez eux, c'est déjà bien développé depuis longtemps. Pour expliquer en fait l'histoire avec Timothée de Fombelle, c'est que en fait, aux États-Unis, si on n'est pas noir, on n'a pas le droit d'écrire sur l'esclavage, etc., tant qu'on n'est pas légitime. Donc en fait, c'est voilà, ça qui s'est passé. Ça s'est passé. Et du coup, les éditeurs essaient de... Je pense que, voilà, il y a eu... Alors, je ne sais pas si c'est le point de départ, mais en tout cas, il y a eu un mouvement de fond. fait vraiment... Voilà. Et donc, on peut maintenant, mais à condition... eh bien effectivement d'avoir des gens qui vont vous relire parce que ces gens-là font partie d'une certaine communauté ou qui sont touchés eux-mêmes par le problème et qui vont dire si oui ou non le texte eh bien, ne dit pas de bêtises, etc. C'est quelque chose, c'est surprenant. En tout cas, en tant qu'auteur, quand pour la première fois on vous impose quelque part ça, c'est déstabilisant pour le moins. C'est pas une entrave quand même à la création. Enfin, alors moi, le premier réflexe c'est ça, c'est de dire mais comment ça se fait quoi. En fait, on ne va pouvoir, je vais ne pouvoir écrire que sur des femmes de 50 ans, blanches, c'est assez limité quoi. Et en fait, non, c'est-à-dire que effectivement ces regards-là, en tout cas pour ma part, ça s'est super bien passé parce que les 2 regards que j'ai eus, enfin même 3, étaient particulièrement bienveillants, hein, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, ils ont lu avec beaucoup de, voilà, de distance et en même temps, ils m'ont fait des remarques que je ne suis pas obligée d'accepter. Donc il y en a certaines que j'ai acceptées, d'autres non. Et ça s'est fait en toute cohérence avec les éditrices, etc., qui ont été vraiment très... je vais dire rassurante quand même sur ces nouveautés, parce que c'est quand même des nouveautés. Elles savent bien que c'est pas toujours facile à accepter de la part de l'auteur. Et puis selon les auteurs, selon les sujets, effectivement, ça peut, j'imagine, plus ou moins bien se passer. Moi, franchement, ça s'est très bien passé. Donc c'est quelque chose, malgré tout, avec lequel je pense il faut faire avec. Aujourd'hui, en littérature adolescente, effectivement, en littérature adulte, c'est pas encore, je pense, le cas. Moi, je n'aurais pas accepté n'importe quel sensitive reader. Voilà, elle m'en a laissé choisir un. Elle m'en a proposé d'autres. Il y en a, j'ai refusé. Et il y en a, j'ai accepté parce qu'effectivement, je me suis renseignée auprès d'autres auteurs qui avaient déjà travaillé avec lui, qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci, etc. Qu'au contraire, c'était une caution supplémentaire pour, voilà, pour porter le livre. Et je pense que les éditeurs font très attention. Je pense qu'ils ont peur. Et je pense qu'avec les... peur... Ils prennent des précautions, voilà, et que les réseaux sociaux, notamment effectivement avec les communautés, peuvent avoir des répercussions très violentes finalement sur un titre. Et c'est sur ça qu'ils veulent prendre le plus de précautions possible, se prémunir. Il faut quand même, malgré tout ça, défendre la fiction. C'est-à-dire que nous, on est vraiment des auteurs de fiction. On invente des histoires. On n'invente qu'une histoire. On n'est pas là pour dire c'est parce que dans mon livre je dis ça que ça s'applique à toute la communauté, si c'est une communauté, ou à tout un pays, etc. Bien sûr que non. On est là, on raconte une histoire comme Au coin du feu, etc. Et on essaye d'embarquer les gens avec nous. Bien sûr, on n'écrit pas n'importe quoi. Je pense à Fille unique, forcément, je me suis énormément renseignée. Hein, mais effectivement, un autre auteur aurait écrit autre chose, comme à chaque fois. Hein, de toute façon, pour mon roman Vers le vrai, donc qui se passe avec les homosexuels sur les thérapies de conversion, j'ai été au refuge, j'ai rencontré des gens. Mais ça fait partie effectivement d'une documentation normale. J'ai regardé plein de films, j'ai lu plein de livres, j'ai été lire des articles de journaux. Voilà. T'as bossé ton sujet. Mais j'ai bossé mon sujet. Mais en dépit de ça, ça ne suffit plus. Et il faut effectivement un sensitive reader. Alors effectivement, moi, ça s'est super bien passé, donc je pense aussi que ça, c'est le boulot de l'éditeur. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que s'il veut faire ça, ok, mais qu'il trouve les bonnes personnes pour le faire. Parce que si on vient faire du bashing derrière sur un roman, moi j'ai passé 1 an à écrire Vers le vrai, si on vient tout me mettre à zéro au bout d'1 an, je pense que je l'aurais très mal vécu. Bon, en fait, la question initiale, c'était tu as plus de liberté en fait en littérature adulte. Alors moi, je sais pour pas. l'instant. Oui, mais enfin après voilà, moi c'est une expérience quand même relativement jeune, toute neuve. Oui. Mais voilà, c'est effectivement quelque chose. Jusqu'à présent, tu étais libre aussi en littérature jeunesse. Je me sens pas pour l'instant. Si je me sentais contrainte, si je me sentais
préférerais voilà, verrouiller de tous les côtés, je préférerais renoncer au projet plutôt que d'y aller. Donc, si on me propose quelque chose, je l'accepte en toute conscience, à condition effectivement qu'on y mette les formes et qu'on m'explique. Voilà. Je suis absolument pas obtus, je pense. Je suis suffisamment ouverte d'esprit pour comprendre ce qu'on me demande, les freins peut-être, les limites que les éditeurs peuvent avoir, pourquoi, et qu'est-ce qu'ils me proposent en face pour que je puisse, moi, exercer ma pleine liberté d'écriture. Si c'est pas le cas, si je suis pas en adéquation avec ce qu'on me demande, bah, je pense qu'à un moment donné, il faut dire non, quoi. Alors effectivement, c'est jamais facile de dire non. Hein. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Oui. Mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Voilà. Pour l'instant, moi, je travaille avec des éditeurs quand même avec qui me font confiance, qui m'apportent des choses nouvelles, qui aussi enrichissent mon écriture, qui me permettent d'aller plus loin dans ce que je fais, que ce soit en adulte ici avec Anne Carrière qui m'a aussi aiguillée pour améliorer mon texte, et que ce soit bien évidemment aussi, je pense aux éditrices de Filles Uniques, etc., et de Vers le Vrai. Franchement, voilà, il faut que ce soit comme ça, et tant que ce sera comme ça, bah, moi je serai la plus heureuse du monde en fait, parce que c'est un métier formidable. Et nous aussi, parce qu'on est ravis de te lire. Eh ben voilà. Bon, merci beaucoup Anne.